Dans le but de rendre disponible un maximum de gestionnaires, professionnels RH, dirigeants d'entreprise, nous vous avons préparé une réécoute du webinaire portant le thème « Travailler et interagir à distance ». On vous souhaite une excellente écoute et on souhaite sincèrement que vous y trouviez là plein de trucs et astuces pour créer de la proximité dans ces temps particuliers. Je me nomme Isabelle Laure, certains d'entre vous me connaissez, je suis présidente de l'Ordre Communication Managériale et comme vous savez, je collabore régulièrement avec l'Ordre des CRHA sur divers thèmes reliés à la communication de gestion. Avec tout ce qui se passe et avec la situation actuelle, je me suis empressée et j'ai ressenti le besoin de proposer un webinaire qui va permettre à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, sachez qu'on est plus de 1000 personnes ensemble aujourd'hui, à partager sur des pratiques, des modes de communication virtuelle qui puissent amener de l'efficacité. On a différents thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Sachez que c'est possible pour vous à tout moment de nous poser des questions en ligne, de nous formuler des questions justement. On va aborder 6 thèmes. Tout d'abord, comment adopter des modes de communication virtuelle efficaces. Je vais me concentrer principalement sur la communication officielle avec vos employés, la supervision à distance, et aussi la collaboration avec votre équipe de travail et aussi si vous êtes en mode de gestion de projet. Donc ça va occuper une bonne partie de l'heure qu'on va passer ensemble. Deuxièmement, je veux vous partager certains trucs sur l'étiquette dans les canaux virtuels, l'étiquette de la communication dans les canaux virtuels. Je vais ensuite venir mettre en rapport avec tout ça la place de la communication écrite parce que bien sûr, on a des réflexes de communication écrite et je veux mettre ça en parallèle avec la manière de fonctionner quand on veut avoir une communication efficace virtuellement. Je vais vous partager quelques trucs, mais en fait mes meilleurs trucs pour améliorer la productivité et on va terminer le webinaire sur la place de la qualité de vie dans tout ça. J'ai prévu 1 heure pour le webinaire. Ceci dit, je vais me rendre disponible et on peut allonger au besoin selon les questions que vous me poserez. On va se garder là autant de temps que vous voulez pour que je puisse répondre à vos questions à la fin du webinaire. Dans un premier temps, adopter des modes de communication virtuelle efficaces, c'est sûr qu'il m'est venu toutes sortes d'idées en tête quand je réfléchissais à cette chose-là. Mais je vais y aller sur les choses les plus fréquentes, je vous dirais. Tout d'abord, surtout à ce moment-ci des événements en cours, il y a un certain nombre de communications officielles qu'on se doit d'avoir avec nos employés. J'ai parlé à beaucoup de gens, puis il y a plein de gens qui me confiaient, qui entendaient dans leur rang, bon, là, on va leur envoyer un courriel, on va leur envoyer un courriel, on va officialiser ça, on va leur envoyer un courriel, etc. Moi, je recommande surtout à ce stade-ci, puis je pense que ce que vous allez apprendre pourra vous servir là, pour tout ce que vous avez à faire là, qui implique des appels, des visioconférences officielles. Donc, d'abord, communiquer officiellement, moi, je recommande la visioconférence. D'abord, OK? Si vous n'avez pas le choix, ça peut être le téléphone, mais l'avantage de la visioconférence, c'est que vous pouvez y adjoindre un support visuel, surtout si la nature du message est formelle. Le support visuel vient permettre aux gens qui sont un petit peu plus distraits, vous savez qu'il y a des gens qui sont plus auditifs, des gens qui sont plus visuels. Le document visuel permet d'ancrer votre message et de bien faire connaître à l'ensemble des employés la situation. Donc, c'est le mode que je recommande. Si vous avez des communications davantage opérationnelles, une autre option, surtout exemple, si vous supervisez des gens, vous avez un message à véhiculer, par exemple, à des gens qui travaillent de nuit, par exemple, etc., l'option, c'est d'avoir un message vocal que vous enregistrez et auquel les gens peuvent accéder et entendre votre voix donner une certaine directive. C'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de roder notamment dans le milieu manufacturier.
justement dans cette idée des quarts de travail. Et j'ai vu également ce genre de mécanisme-là, notamment avec des compagnies aériennes en situation plus difficile. Donc, les gens se loguent, les gens se connectent sur un message téléphonique et vont écouter ce qui en est. Donc, ça, le grand avantage, bien sûr, c'est le côté remote, le côté en différé que vient vous proposer cette alternative-là. En termes d'approche, moi, je pense que ce qu'il faut faire, là, si je le résume, c'est qu'il faut créer de la proximité. Il faut savoir bien introduire. Il faut rentrer dans le vif du sujet, mais contextualiser votre propos en disant, par exemple, écoutez, on vit tous une situation difficile, je suis contente de pouvoir vous parler, etc. Donc, vous voyez ce que je fais, je viens contextualiser. Et l'autre chose qu'il faut faire rapidement, c'est de prendre le soin de préciser quel est le mode d'interaction qui va être privilégié. Est-ce que les gens vont pouvoir poser leurs questions au fur et à mesure? On va se le dire tout de suite, surtout s'il y a beaucoup de gens en ligne. Cette idée-là de permettre aux gens de poser les questions au fur et à mesure est très difficile. Moi, je vais vous dire, je privilégie un mode avec mute, je vais trouver le mot en français, pour qu'on ouvre des périodes de questions ou alors que les gens carrément utilisent un bloc d'appoint où les gens peuvent poser leurs questions. L'autre manière de fonctionner, si vous n'êtes pas sur du visioconférence, c'est éventuellement qu'une personne, surtout s'il y a un très, très grand groupe, les gens pourraient avoir une adresse courriel où est-ce qu'ils vont formuler leurs questions en ligne et quelqu'un agit, si vous voulez, comme modérateur pour aller capter ces choses-là. Mais toute technologie, toute bonne technologie de visioconférence qui se respecte, normalement, c'est quelque chose qui est inclus, c'est même de base. À ce sujet-là. Ce qui m'amène à dire également que si vous avez plusieurs personnes d'impliquer, n'hésitez pas de vous faire assister par quelqu'un qui veille au grain, quelqu'un qui regarde justement, qui s'assure que les gens sont en mode mute pour pas qu'on entende du brassage de papier, ce genre de choses-là. Donc, faites-vous aider. Ayez quelqu'un avec vous. Puis l'image, c'est comme vous êtes dans une salle, là, puis il y a quelqu'un dans la salle qui veille à s'assurer que tout se passe bien. Donc, n'hésitez pas à avoir quelqu'un qui vous aide à ce sujet-là. L'autre chose aussi au niveau de l'approche, moi, je privilégie un vocabulaire qui est simple, un ton posé, un ton avenant, pas précipité. On dit souvent avoir un sourire dans la voix. Je pense que quand on communique des nouvelles officielles, bien sûr, souvent, là, on entend beaucoup les nouvelles qui nous proviennent un peu partout, fédérales, provinciales et autres. Un sourire dans la voix, ce que ça fait, ça crée de la proximité et avoir un ton qui est plus posé, bien, ça enlève le sentiment de précipitation ou un sentiment de nervosité qui pourrait se ressentir si votre propre ton de voix est expéditif. L'autre chose aussi, c'est surtout si le message se doit d'être véhiculé parce que, je ne sais pas, il y a des gens qui travaillent à différentes heures et il y a des gens qui ne peuvent pas se joindre à vous, etc. C'est très facile de faire, d'enregistrer la conférence, le webinaire, si vous travaillez avec Bell, ce genre de choses-là. Donc, la réécoute est très, très bonne à employer. Puis en passant, si jamais vous faites ce genre de choses-là, et si c'est vous qui orchestrez l'affaire et qui êtes aux commandes et c'est vous qui communiquez officiellement, moi, je vais vous inviter, puis c'est un petit truc que j'aime utiliser avec tous les gens que je coach, c'est de vous écouter. Okay? Donc, si vous faites un appel conférence, mettons, d'une quinzaine de minutes, il y a un lien qui circule de réécoute, ça sera pas, c'est pas de se regarder dans le miroir et de s'aimer que de se réécouter. Au contraire, c'est de prendre la peine de se mettre dans la peau des gens qui vous écoutent et de voir, ah, c'est comme ça que mon message va être reçu. Oh, regardons ça, j'ai l'air un peu expéditif. Et on peut être très, très bon juge et s'auto-coacher sur l'approche à préconiser. L'autre chose aussi, au niveau de l'approche, assurez-vous que ce que les gens, là, ce qu'ils voient à l'écran, c'est vous-même en train d'interagir. Donc, assurez-vous que le fond d'écran est approprié. Assurez-vous qu'on n'a pas un ventilateur avec une espèce de pâle qui circule au-dessus de votre tête. Vous n'êtes pas dans votre cuisine avec un biberon à côté, etc. Donc, assurez-vous,
Parce que ça reste que bien que ce soit des situations non fréquentes, ça reste que, surtout si c'est vous qui êtes aux commandes et que vous communiquez officiellement avec vos employés, bien, on s'attend à une certaine image, on s'attend à un certain décorum. Je vais vous dire une chose, je dis la même chose, pas juste si vous êtes en situation officielle, c'est un minimum. Et sachez qu'il y existe sur les fonctions visioconférence une option qui te permet de faire un fond, qui t'amène à avoir un fond plus diffus, par exemple. J'ai récemment travaillé avec des gens qui ils sont dans des bureaux étrangers qui interviennent régulièrement avec leur bureau chef et ils sont à des horaires très différents. Les gens que je formais travaillent le soir. Ils sont à la maison, ils viennent de finir leur souper, ils sont presque en pyjama et puis ils ont le goût là, d'être relax et tout. Puis je leur disais, j'aimerais te dire autre chose, mais je pense qu'il faut que tu te donnes la peine de mettre ta chemise qui a de l'allure. Puis c'est là que j'avais appris la possibilité de venir faire un fond là, qui est un peu différent. Donc, mode de communication privilégié officiellement. Maintenant, en termes de contenu, moi, je dirais viser une durée courte. Okay? Le temps d'attention à distance est beaucoup moindre. Vous avez peut-être beaucoup de choses à dire. On va y venir un peu plus tard. C'est le temps de passer maître dans l'art de la synthèse. Faites plus de réunions, faites-les plus courtes. Introduisez, concluez bien les sujets. Puis, si vous avez un support visuel et que surtout vous vous attendez à ce que les gens vous suivent, paginez votre document. Sinon, ça devient mêlant pour tout le monde, à commencer par vous-même. Bien sûr, quand on est dans une communication officielle, a priori, on n'a pas réellement une interaction qui est souhaitée. Ceci dit, je vous demande quand même d'y penser parce que dépendamment de ce que vous véhiculez, si ça implique que les gens doivent faire les choses d'une manière différente, que vous changez une procédure, un processus, etc., et que au-delà du message officiel, vous avez des attentes qui impliquent pour les gens de changer un certain nombre de choses, déterminez et annoncez le mode d'interaction que vous allez privilégier, puis faites-le d'entrée de jeu, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure. L'autre chose aussi, et là, ce n'est pas quand on communique à 1000 personnes, mais si vous faites des communications, par exemple, avec des plus petits groupes, abusez de l'interaction. Hein. Si, entre autres, vous savez que les gens ont plein de questions, ont plein de résistances, sont un peu inquiets, etc. À ce sujet-là, moi, j'aime bien prendre le pouls avant en passant, hein, et ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage qui a parlé peut-être à une couple de personnes avant pour voir, OK, le monde a besoin de savoir quoi, sur quoi est-ce que je dois mettre l'emphase, etc. Ça, c'est quelque chose qui va vous mettre bien en phase avec les préoccupations des gens. On a tendance à utiliser des formules du genre, tu sais, fréquemment, hein, je le vois beaucoup quand on fait des réunions officielles, le monde dit, est-tu clair, avez-vous des questions? Puis on fait ça pourquoi? On fait ça pour créer la proximité, mais honnêtement, ça ne contribue pas du tout. Une question du genre, à ce moment-ci, bien, quelles sont vos réactions? Est beaucoup plus intéressante. Et bien sûr, il faut éviter la cacophonie, il faut comme convenir d'un mécanisme à ce sujet-là. Puis l'autre technique, il y a un acronyme ici, PQSR, pas de questions sans réponse. En fait, ça, c'est un emprunt à mon collègue Michel Maletto, grand spécialiste de la gestion de changement que plusieurs d'entre vous connaissez sans doute. Lui disait en situation de crise, en situation difficile, quand on n'a pas les réponses aux questions, on a l'obligation de prendre en considération cette question-là et de revenir vers les gens là, dans des délais raisonnables. Donc, à ce sujet-là, je vous dirais que c'est pas mal les choses que j'avais à vous mentionner. Maintenant, allons-y avec toute la notion de la supervision à distance. Et là, je m'adresse plus précisément aux gestionnaires à ce moment-ci. Sachez que quand on gère, hein, vous le savez mieux que moi, on a une responsabilité de mobilisation au quotidien. J'ai quelque chose que j'ai abordé à fond dans mes différents livres, Gestionnaire inspirant, l'étoffe d'un leader. Et puis, je veux vous rappeler un concept qu'on oublie. Quand on gère, on contribue comme gestionnaire à la mobilisation des gens, surtout sur 3 aspects. Et c'est des leviers de mobilisation en passant. Le premier, c'est est-ce que dans ma manière de communiquer avec mes gens, je contribue au sentiment de compétence? Est-ce que, ça c'est un des premiers leviers, donc le sentiment de compétence.
Il y en a un deuxième qui est, est-ce que dans la manière dont je communique avec mes gens, je crée un sentiment d'autonomie? Et le troisième, c'est est-ce que dans la manière dont je communique, je contribue à créer des relations harmonieuses? Et ça, c'est vrai, en passant, c'est quelque chose que j'ai répété des milliers de fois, c'est bien sûr vrai dans votre milieu de travail au quotidien, mais ayez en tête que dans des communications à distance, c'est amplifié cette chose-là. C'est amplifié et ça devient une belle opportunité, je trouve, d'être des patrons inspirants, des patrons qui font confiance, des patrons qui valorisent l'autonomie, des patrons qui démontrent aussi de la confiance vis-à-vis de leurs employés. Donc ça, c'est ma mise en contexte par rapport à la supervision en général et la supervision à distance. Donc, à ce sujet-là, je vais vous partager différentes clés. Okay? Donc, la première clé, c'est de connaître le niveau d'autonomie de vos employés. Okay? Les gens, je ne sais pas, vous supervisez peut-être une équipe de 15 personnes, peut-être que vous avez sous vous 2 gestionnaires qui, eux, supervisent des équipes. Donc, c'est des bonnes discussions à avoir et je pense même que ça serait quelque chose à clarifier, là, par exemple, avec vos relevants. Et vous, là, de façon générale, au travail, au bureau, là, comment vous épaulez ces gens normalement, là? Donc, ayez ça en tête. Ça, c'est une première chose. Moi, je dirais qu'avec un employé autonome, dans de la supervision à distance, briefez vos gens, OK? Convenir de, bon, voici ce qu'il y a à faire, etc. Et éventuellement, demander un suivi, OK? Un update, par exemple, c'est quelque chose qui peut très, très bien fonctionner. Convenir, par exemple, du moment où vous souhaitez recevoir le update. Dans du travail très opérationnel, briefing le matin, debriefing fin de journée, ça peut très bien fonctionner. Au besoin, si les gens ont besoin de vous, de se rendre disponible. Moi, je pense que c'est quelque chose de qui va être extrêmement valorisé puis apprécié. Tu sais, il y a du monde qui débarque dans votre bureau, là, un peu dans un moulin au travail. Ça ne sera pas la même chose, c'est certain. Et d'ailleurs, ça va être intéressant de voir comment les gens réussissent à se débrouiller sans vous en passant. Et je ne sais pas, moi, je ne sais pas, peut-être que déjà vous employez le texto avec vos employés. Ça serait peut-être si les gens vous disent, regarde, si tu as besoin, je te permets de me texter, il n'y a pas de problème et tout. Et là, les gens peuvent vous dire, ah ben, penses-tu que je pourrais te parler 5 minutes? OK? Et là, à ce moment-là, vous êtes aux commandes, puis vous pouvez dire, oui, je pourrais te parler, bon, disons, parce qu'on se parle à 2 heures, etc. Donc, autrement dit, vous gardez une forme de contrôle dans les interactions que vous avez avec une certaine fluidité. OK? Et si vous voyez que les gens vraiment s'impliquent bien, restent motivés, et on n'a pas encore parlé du fait que probablement beaucoup de gens de vos équipes, ils ont du monde, ils ont des enfants à la maison et tout, hein, on va reparler de ça un peu plus tard, mais il y a ça là, qu'il faut avoir en tête. Et puis des courriels d'encouragement de temps en temps, que ce soit, je ne sais pas, à l'équipe, à une personne en particulier, un petit coucou, lâche pas, etc. Avec un employé autonome, je ne pense pas que c'est nécessaire de surabuser de ça, mais à mon avis, un employé autonome va se retrouver là-dedans, il va pouvoir se déployer entièrement. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est moins autonome, quand je dis moins autonome, ça peut être quelqu'un qui est plus junior, par exemple, par rapport à la tâche, ou alors, pour toutes sortes de raisons, vous travaillez à effectif réduit, donc les gens ont peut-être des tâches qu'ils ont à couvrir, qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, donc ils sont moins autonomes par rapport à la tâche en tant que telle. Je dirais que, puis en passant, j'en profite pour passer le message, les milléniaux, c'est comme ça qu'ils aiment qu'on les gère, c'est-à-dire qu'ils aiment qu'on précise nos attentes, ils aiment recevoir des briefings, ils aiment établir des plans de match, valider des plans de match également, puis au besoin, faire des suivis téléphoniques et encore là, viser moins de temps. Okay? Dire, OK, qu'est-ce que tu dirais qu'on se fasse un petit flash call, 5 minutes, on remet les pendules à l'heure, etc. Et c'est toutes les occasions de créer de la proximité dans un contexte qui est davantage informel. Le troisième cas de figure, c'est les employés qui ne sont pas autonomes. Okay? C'est possible que dans vos rangs, vous avez des gens qui
Si vous étiez au bureau, vous pourriez appeler ces gens-là, peut-être des gens un petit peu plus problématiques, des gens qui sont un peu déphasés, des gens qui sont vraiment moins autonomes, justement, et qui pas autonomes du tout, et qui se tournent constamment vers vous pour dire qu'est-ce que tu veux que je fasse, comment tu veux que je le fasse, etc., etc. Moi, ici, j'ai un message pour les gens, les employés. Moi, je dis, pour chaque employé en travail à distance, c'est clairement une opportunité de démontrer votre autonomie, démontrer votre sens de la débrouillardise, démontrer votre proactivité, démontrer votre compétence. Et d'une certaine manière, c'est une façon pour vous, comme gestionnaire, de tester l'autonomie des gens. Évidemment, je m'adresse à vous en ressources humaines parce que je sais que ça se peut que vous soyez gestionnaire, mais ça se peut que vous ayez à coacher vos gestionnaires. Donc, tout ce que je vous dis, c'est des choses qui pourraient très, très bien être relayées là, à vos équipes. Donc, moi, ce que je ferais avec quelqu'un qui n'est pas autonome, avant de lui confier une responsabilité, ou bien je lui confierais une responsabilité, puis je lui dirais, je ne sais pas, peut-être que c'est genre, je vais vouloir que tu fasses des rapports de suivi des clients X, etc., puis je vais vouloir savoir comment tu vas t'y prendre. Fait que ce que je te propose avant notre appel, j'aimerais que tu réfléchisses à ça, puis tu me fournisses par écrit un peu tes idées, là, le plan de match que tu vas prendre. Comme ça, quand on va se voir, on va avoir une base de discussion. Voyez-vous, ce que je viens de faire de cette manière-là, c'est que je viens de forcer d'une certaine manière l'autonomie de la personne. Et c'est curieux et c'est un peu intuitif ce que je vous dis là, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui est un peu exposé à ça pourrait développer certaines ressources, en tout cas du moins, va être appelé à tester ses limites, tester ses balises. Si vous sentez que les gens ressentent, par exemple, de l'insécurité, et là, je n'ai pas couvert cette chose-là, moi, je vous dirais que si vous ressentez cette chose-là, sans passer des heures au téléphone, moi, je vous dirais, surtout si vous travaillez avec des équipes, pourquoi pas boucler votre journée? Okay, et là, c'est un petit truc que je vous donne. Pourquoi ne pas terminer la journée avec un appel, un petit appel récapitulatif de, OK, où on en est où? OK, comment ça s'aligne pour demain? Et bien sûr, ça, c'est quelque chose qui s'appliquerait davantage si vous êtes dans un contexte opérationnel, si vous êtes dans un contexte davantage professionnel où les gens ont une certaine marge de manœuvre et liberté d'action. Peut-être qu'à la journée, ce n'est pas nécessaire. Je vous laisse voir ce qui est nécessaire. L'autre chose aussi, je me disais, c'est un autre truc que je vous partage, je me disais souvent, quand on est au travail, on va chercher notre café, notre tisane, il y a un paquet d'affaires qui se passe dans le corridor, on est à la machine à café, on discute de manière informelle et bien sûr, cet informel-là, vous ne l'aurez pas parce que vous ne serez pas en face-à-face avec les gens. Sauf qu'en créant, par exemple, un mécanisme, comme je viens de vous le dire, en fin de journée, ou alors, je ne sais pas, moi, on reprend notre après-midi, puis on se prend un petit café, on fait 10 minutes, on aligne notre journée pour notre reste de journée, ou alors on fait ça tôt le matin, on démarre notre journée ensemble. Donc, ça, c'est des manières, et en utilisant des questions du genre, OK, 1 sur 10, c'est quoi votre morale aujourd'hui? C'est des petits trucs. Et encore là, ça dépend bien sûr de votre propre style, ça dépend bien sûr de votre milieu. Je vous les donne comme exemple. Une autre clé, OK, ça a beaucoup à voir et en fait, je pense que je viens de dévoiler essentiellement ce que j'avais à vous dire à ce sujet-là. Votre routine d'équipe, là, quelle est-elle? OK? Est-ce que vous avez des rencontres d'équipe? Et bon, un peu, je pense que je viens justement là, de décrire là, ce que j'avais en tête et je vais couvrir ce sujet-là davantage dans la routine de communication, puis introduire quelque chose de différent. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Troisième clé, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Plus vous êtes nombreux à vous être inscrits, on vous a donné la possibilité d'écrire quel thème vous souhaiteriez couvrir dans le webinaire. Et il y a eu quand même pas mal de demandes sur comment je gère la performance à distance. Ça, c'est un sujet où j'ai été appelée tellement souvent à répondre, ayant écrit le livre « Le courage de dire », ayant évidemment le travail à distance, ça existe depuis longtemps. On me pose souvent la question, c'est quoi les canaux de communication privilégiés quand ça brasse, là, quand c'est moins bon puis qu'il y a des enjeux de performance? La clé, c'est certain, c'est d'utiliser un mode de communication
où il y a un visuel, OK? C'est-à-dire que vous voyez la personne. Ça peut être Skype, Skype entreprise, Zoom, peu importe, même votre téléphone intelligent et tout. Pourquoi? Bon, si vous connaissez bien la personne, c'est peut-être pas nécessaire, mais d'un autre côté, bien, premièrement, ça vous donne une indication si la personne elle vous écoute ou si elle fait 14 choses en même temps. OK? First. Deuxièmement, je trouve que c'est une marque de respect. Puis aussi, notre attitude quand on a une conversation difficile à avoir compte beaucoup. Donc, si vous démontrez de la pondération, si vous démontrez du naturel, une certaine aisance malgré la difficulté du message, bien, ça donne beaucoup de sérieux et beaucoup de poids à ce que vous dites. Fait que ça, moi, je recommande le mode de communication visuel. Puis, l'autre chose aussi, c'est quelque chose sur lequel j'insisterais, surtout dans de la supervision à distance, c'est que ces moments-là soient planifiés. OK? Tu n'appelles pas quelqu'un Sabine là, pour couvrir un sujet difficile, à moins qu'il y ait une urgence, là, qu'il y a une situation d'homme proche de mourir. Là. J'exagère, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que la personne elle soit à un endroit où est-ce qu'elle est capable de recevoir cette information-là et de vous écouter. Donc, un moment planifié, ça peut être, regarde, j'aimerais ça te parler à 1 heure au sujet de telle chose, voyez-vous. Fait que la personne, elle attend votre appel ou la visioconférence et donc, ça aussi, c'est une manifestation de respect. Par rapport à la gestion de performance, c'est sûr que là, on ne connaît pas combien de temps tout ça va se passer. Ceci dit, il y a, je vous dirais qu'il y a peut-être des choses, moi j'ai le goût de vous dire, je fais appel à votre jugement sur le timing. Est-ce que c'est absolument nécessaire de faire l'intervention maintenant? Si la réponse est oui, OK, je vais vous inviter à être factuel. OK? Factuel du genre, j'ai eu l'occasion d'écouter tes retours d'appel à la clientèle. J'ai vu qu'on entend beaucoup de bruit sur la ligne et puis que tu écoutes les appels. La raison pour laquelle je me permets cet appel-là, c'est que je vois que c'est quelque chose qui est arrivé sur les 6 appels, c'est arrivé 5 fois. Voyez-vous, factuel, OK? Puis encore là, factuel, c'est quelque chose sur lequel j'insiste dans le courage de dire, c'est pas en rapport avec vos valeurs personnelles. Factuel, professionnel, OK? Et documenté avec plus qu'un fait, OK? Plus qu'un fait, parce que si c'est juste un fait, bien, ça va être facile pour la personne de dire, bien, tu sais bien, en ce moment, là, tu sais, j'ai mon petit à la maison, déjà on se stretch, c'est difficile pour moi, etc. Ça prend 2 faits, 3 faits, minimum qui viennent étoffer le point que vous souhaitez, là, par exemple, couvrir là, avec la personne. Donc, par rapport à la gestion de la performance, c'est la chose que je dirais. L'autre chose qui est ressortie, il y a des gens qui me disaient « Ouais, bien là, si le monde est à distance, déjà, je ne suis pas sûre, je me demande s'ils ne nous volent pas du temps, je ne suis pas sûre, etc. » C'est sûr que s'il y a de la méfiance dans une relation professionnelle avec un employé, par exemple, c'est bien évident qu'il y a un sentiment de perte de contrôle de votre part, un sentiment une crainte, hein, par exemple, de perdre un peu justement le contrôle et tout. Et puis, à ce moment-là, moi, je dirais que je pense qu'il faut vous mettre un petit flasher là-dessus. Là. Tu sais, moi, je mettrais un petit jaune, un petit feu clignotant, là, et je conviendrais de mécanismes de suivi là, qui sont plus rapprochés, okay? Appropriés et surtout convenus, okay? Autant par vous-même que pour la personne en question. Donc, à ce sujet-là, donc au niveau là, de la supervision à distance, là, c'est des choses qui me viennent en tête. L'autre affaire que je n'ai pas mentionnée, ça me fait penser à ça, c'est sûr que s'il y a beaucoup d'urgence, s'il y a beaucoup de volume, etc., peut-être qu'il pourrait y avoir un peu de surchauffe, un peu de fatigue, etc. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour les gens. J'ai comme le goût d'avoir un appel à une flexibilité rigoureuse. Et exemple, si, normalement, vous avez tendance à beaucoup déléguer, etc., sur des choses urgentes et tout, sans garder le contrôle absolu, bien, il y a peut-être des choses que c'est vous qui devez faire. Il y a des choses qui ne vous échappent pas, on l'a vu, on l'a couvert
dans la communication officielle et tout. Fait que moi, je dis qu'il faut vraiment exercer notre jugement puis déterminer dans quel cas c'est vos propres interventions qui sont absolument nécessaires. Ça va pour ça? Donc, ça, c'était le deuxième cas de figure qui est comment superviser à distance. Si vous avez des questions en lien avec ce point-là, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, formulez-nous vos questions. Il y a un menu déroulant là, où est-ce qu'on peut, vous pouvez nous les formuler. Comme je vous dis à la fin, je vais avoir une période de questions pour répondre à tous ces points-là au fur et à mesure. Maintenant, dernier cas de figure, il y en a d'autres, là, mais j'y vais avec les plus fréquents. Toute la notion de la collaboration avec vos équipes de travail, donc que ce soit vos collègues, que ce soit, parce que tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on fait là, donc à multi-équipes, avec, tu sais, de manière beaucoup plus, tu sais, quand on est au travail, ça se fait de manière beaucoup plus, comment dire, pas informelle, c'est pas vrai parce qu'il y a des meetings, il y a des choses de planifier, mais il y a une certaine confiance, puis il y a comme une espèce de balai qui s'opère sans qu'on s'en rende compte. Là, avec le travail à distance, c'est quand même, on est un peu déséquilibrés tous, donc je vais y aller avec quelques trucs. Puis aussi, si vous êtes en mode de gestion de projet, ça c'est très, très probable que les échéances demeurent les mêmes et que vous vous sentiez insécure par rapport à tout ce qui reste à accomplir. Donc, mode de communication privilégié, encore une fois, la visioconférence, je pense, est très bien. Des documents, un document à l'écran, un pointeur, des chats, des résumés. J'aime bien, fait que moi, c'est pas mal le mode de communication que je privilégie, puis on va y venir un peu plus tard. Je vais vous donner différents exemples d'outils de techno, de collaboration, vous en connaissez sans doute, mais c'est peut-être l'occasion de vous initier à certains. En termes d'approche et de contenu, moi, j'ai le goût de dire, tentez de systématiser les choses de manière systématisée, mais cool. Systématisée, pas rigide. Systématisée pour que ça rende le tout efficace sans toutefois qu'on se sente là, comment dire, militaire. Là. C'est comme une opportunité de travail un petit peu plus dans la fluidité. Une personne doit animer, ça c'est essentiel, doit prendre ce rôle-là au sérieux aussi, recueillir les points à l'ordre du jour. En passant, selon moi, c'est peut-être l'occasion. Il y a peut-être des gens qui, depuis longtemps, disent « Ah, ben moi, j'aimerais ça prendre plus de place, etc. » Testez le monde, essayez-le, faites-le à tour de rôle. Si, comme je vous dis, le sujet est trop épineux et que, je ne sais pas, il y a un gros enjeu, bien là, c'est à vous, par contre, de le faire. Ensuite de ça, dans la manière de couvrir la matière, là, je vous le dis, là, c'est le temps d'apprendre à être synthèse. Okay? Faites un effort collectif. Combien de fois on fait des réunions, on tape du pied, on se dit « Mo, t'as dit que c'est long, il tourne autour du pot, peux-tu bien finir ça, puis peux-tu bien me résumer ça? » Pratiquez ça, pratiquez le sommaire exécutif. Le sommaire exécutif, tu fais ça comment? Le contexte. Je vous parle de ça. Pourquoi? Les faits saillants, 2-3 faits saillants. Le message à retenir, bang, voyez-vous? De façon générale, faire un update pourrait se faire en aussi peu que 2 à 3 minutes. Donc, moi, là, je vous incite vraiment à faire ce travail de synthèse-là, puis c'est quelque chose qui va être tout à fait transposable quand vous allez revenir au travail. Puis en passant, quand je parle d'influence durable, quand je parle de la clarté, quand je parle de la présence, j'insiste énormément sur l'importance de travailler de manière la plus synthèse possible. Puis faites attention, il ne faut pas confondre la synthèse puis la brutalité. C'est pas parce que je couvre un sujet en 2 minutes que je le fais vraiment en vargeant nécessairement. Tu sais, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel. Si vous avez besoin, parce que, bon, le point que vous amenez est quelque chose qui est nouveau, etc., bien, n'hésitez pas à partager l'écran. Hein? Donc, mettre à l'écran le résumé pour la même raison que j'expliquais tout à l'heure avec les réunions officielles. Bien, les gens plus visuels, bien, l'ont, vous pouvez un peu mettre des notes là-dessus, puis c'est quand même intéressant. Puis, si vous avez un modérateur, bien, je pense qu'il y a un travail à faire hein, pour faire ressortir sa compréhension, puis glisser ensuite de ça sur le deuxième point, à la deuxième personne, remercier les gens, etc. Donc, on est vraiment ici dans des techniques d'animation assez de base, mais avec une volonté d'efficience là, dans le format. Il y a
l'interaction souhaitée, c'est bien évident qu'on veut éviter la cacophonie. Puis c'est drôle parce qu'en faisant la recherche, puis en revisant mes notes et tout, je suis retombée sur un petit vidéo YouTube d'un appel conférence vraiment raté, sans bon sens. Là, ça n'avait pas d'allure. Et puis, tout le monde parle un par-dessus l'autre, puis tout le monde dit tout en même temps, etc. Moi, je pense que, surtout si vous avez du visuel, et puis j'étais en réunion avec mon équipe la semaine dernière, vendredi, et puis justement, je disais aux gens, bon, est-ce qu'il y en a qui aimeraient interagir? Puis, oups, les mains se levaient. On ne fait plus ça, mais ça, on n'est pas à l'école, mais d'un autre côté, l'avantage, c'est que, oups, on est fixé, on sait que telle personne veut parler, puis la personne qui anime est équipée pour pouvoir là, vraiment le faire. J'ai dit ça tout à l'heure, hein, évitez, avez-vous des questions? Je pense qu'il faut tenter d'éviter ce genre de choses-là, utiliser des questions plutôt du genre, on repart avec quoi? Qu'est-ce qu'on se donne comme plan de match? C'est quoi le plus grand enjeu? Qu'est-ce qui nous met le plus à risque? Et c'est vraiment d'employer des questions ouvertes, des questions qui vraiment vont créer de l'interaction et ça peut être intéressant. Au début, on peut s'enfarger un peu, il peut y avoir un peu de cacophonie, mais faites confiance. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se développe dans la pratique. Le temps file. J'ai déjà abordé un certain nombre d'éléments que je considère qui sont du ressort de l'étiquette dans les canaux virtuels. Je vais en profiter pour vous en redire quelques-uns. Tout d'abord, moi, je dis que quand vous êtes dans des canaux virtuels, surtout les visioconférences, même les appels téléphoniques aussi, imaginez que c'est en vrai. Okay? C'est comme si votre ton de voix, imaginez que ça se passe. Puis des fois, moi, ça fait des années que je fais des webinaires et les premières années, je me sentais toute seule, là, je ne vous le cacherai pas. Je faisais des webinaires avec des centaines de personnes et puis, tu sais, il n'y a pas de l'interaction, il n'y a pas du mouvement. Tu ne peux pas voir nécessairement comment les gens réagissent. Quoique maintenant, si le groupe est suffisamment petit, tu peux voir la binette des gens et puis tu peux voir un peu leur non-verbal, mais plus souvent qu'autrement, surtout quand tu as des grands événements et que tu livres des messages officiels, tu manques de public. Là. Alors moi, ce que j'aime faire, j'utilisais souvent une photo avec plein de monde dessus, des gens que j'aime, et je mettais ça devant moi, puis je ne sais pas, il me semble, j'avais des gens avec qui j'interagissais. Mais un meilleur truc encore, si, exemple, vous faites une réunion avec 5-6 personnes, mettez-vous un petit bout de papier puis écrivez le nom des gens qui sont avec vous. Ça, c'est surtout vrai au téléphone. En visio, bien, normalement, vous voyez les gens. Puis, faites-le comme si c'était en vrai. Donc, vous arrivez à l'heure, OK? Soyez là avant. Prenez la peine d'initier, introduire, conclure, présenter, remercier. C'est des choses là, qui sont utiles. Remercier les gens aussi. Et je vais me permettre 2 derniers commentaires. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Assurez-vous que ce que les gens voient à l'écran est ce que vous voulez que les gens voient. Hein? Donc, ajustez votre appareil. Puis l'autre chose aussi, il y a beaucoup de gens qui ont la très, très, très mauvaise habitude de se mettre en main libre. Okay? Pourquoi? Pour être à leur ordinateur, pour pouvoir flipper leur papier, pour pouvoir avoir l'impression de faire une couple d'affaires en même temps. Je vous le dis, là, si vous faites ça, là, enregistrez-vous une fois, puis essayez d'aller voir toute la pollution de bruit que ça donne, puis surtout l'effet de distraction incroyable que ça donne comme signal. Donc, faites attention, évitez les mains libres. On a tous des écouteurs maintenant. Branchez vos écouteurs. Assurez-vous que le son est impeccable quand vous vous adressez aux gens. Et ça, là, ça va beaucoup contribuer à une fluidité, à une certaine aisance, à un côté rassurant aussi dans la communication, puis à un côté d'efficacité également dans la communication et surtout, puis je le rajoute, une maîtrise du fait qu'on est quand même capable de travailler puis de collaborer même si on est à distance. Et ça, je pense que comme société, on peut tous apprendre de cette chose-là. C'est drôle parce que moi, j'ai travaillé dans la grande entreprise pendant des années et mon Dieu, qu'on a voulu mettre le travail à distance dans les pratiques, dans les entreprises. Et puis, comme entreprise, beaucoup hésitent pour cette impression-là de perte de contrôle, de ne pas avoir l'impression de pouvoir voir, superviser, etc. Là, on est dans une situation qui nous oblige tous à considérer qu'il y a peut-être des choses, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire à 100%, mais il y a peut-être des choses à considérer puis qu'on va apprendre comme entreprise là, ensemble de par la situation actuelle.
Maintenant, la place de la communication écrite, parce que bien sûr, comme vous avez vu, j'ai mis beaucoup l'emphase sur le on se parle, on se voit, on communique, etc., mais ça n'élimine pas la communication écrite, bien au contraire. J'ai mentionné tout à l'heure que dans les communications officielles, beaucoup ont tendance à dire bon, on va les informer par écrit. Comme je disais, selon moi, c'est quelque chose qui se doit d'être complémentaire, okay, aux autres efforts de communication que vous allez faire. Deuxièmement, faites l'effort d'avoir des communications qui sont synthèses. Okay? S'il y a un document qui est produit, je l'ai mentionné, court, paginé autant que possible. Si, exemple, je ne sais pas, il y a un gros dossier super crunchy, vous devez analyser des chiffres, etc., si pour tout document de référence sur lequel vous devez prendre position ou réagir, envoyez-le d'avance. Permettez aux gens d'en prendre connaissance. Si les gens, pour toutes sortes de raisons, vous n'avez pas pu l'envoyer suffisamment d'avance, décalez légèrement la réunion. Permettez aux gens d'en prendre connaissance. Quelqu'un de préparé et quelqu'un de motivé. D'autres choses aussi, si, exemple, dans vos supervisions, quand on a parlé tout à l'heure d'employés autonomes, moins autonomes, pas autonomes, etc., c'est sûr, même en gestion de projet, en réunion régulière, etc., est-ce qu'on formalise? Comment est-ce qu'on formalise la prise de décision? Comment est-ce qu'on formalise le plan de match, etc.? Est-ce qu'il y a un récapitulatif qui existe? Et moi, je pense que l'écrit, bien sûr, va être bien. Et je termine en disant que dans un contexte où on est tous loin les uns des autres, abusez de petits mots, des textos d'encouragement, des petits mots. C'est peut-être des choses que vous avez l'habitude de faire, peut-être moins. Essayez, vous allez voir comment ça se passe pour vous. Maintenant, parlons des outils technologiques qui existent et puis qui contribuent à l'efficience. Écoutez, je ne vous ferai pas une démonstration des différents outils qui existent. Il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, dans la presse ce week-end, il y avait un article très bien fait qui parlait de 5 technologies pour le travail à distance. Je vous ai mis le lien d'ailleurs en référence. Là, je vous ai mis d'autres liens à la fin de cette présentation-là qu'on va vous rendre disponible d'ailleurs, de différentes technologies qui existent. Il y a Zoom, il y a... entre autres, moi, c'est celle que j'utilise. Il y en a plusieurs autres. Là, les noms ne viennent pas en tête, là, mais il y a Slack, en tout cas, bref, il y en a quelques-unes. Personnellement, c'est Zoom qu'on utilise à fond la caisse. J'ai la chance d'avoir dans mes équipes, et d'ailleurs, je vous donne ce petit hint-là. Il y a peut-être dans vos équipes des gens qui sont plus habiles au niveau technologique. J'ai en tête une réunion que j'ai faite récemment avec mon équipe et puis tout le monde n'est pas égal. On a des super habiles et moi, en passant, je ne suis pas la plus habile non plus. Je me suis longtemps qualifiée de technouille, pour vous dire. Et dans mon équipe, il y a quand même quelques personnes qui sont très bons. Et l'autre jour, on disait oui, tu peux faire un partage d'écran, là, montre ton document, mets-le à l'écran, etc. Et quelqu'un est allé un peu rapidement et là, on a vu son voyage à Hawaï, on a vu... On peut avoir accès à des technologies, mais il faut savoir comment les maîtriser. Alors ça, c'est bien intéressant. Donc, nous, c'est Zoom. J'aime bien aussi, puis on va y venir un peu plus tard, une mise en commun d'expertise. Donc, il y a peut-être un endroit où est-ce que vous pouvez regrouper vos documents de type SharePoint. Une autre technologie dont je n'ai pas parlé, que j'aime bien, surtout quand on est en déplacement, c'est les appels conférences sur le cellulaire. Moi, j'ai iPhone. On peut monter jusqu'à 4 personnes sur le téléphone, encore là avec les écouteurs. On peut rapidement se donner rendez-vous, se parler, faire un petit survol et puis ça va très, très bien. J'ai, selon moi, et en préparant cette section-là, j'ai fait appel aux gens dans mes équipes là, qui sont très techno. Et il y a, selon moi, 3 grands champs d'outils technologiques qui contribuent à l'efficience dans le travail à distance. D'abord, c'est toute la maîtrise des plateformes de réunion en ligne. Donc, exemple Zoom. Les gens qui sont appelés à animer ces choses-là, donc convier les rencontres, assister à des meetings, partager la caméra, l'écran, enregistrer, partager vos réunions. C'est toutes des choses qui sont qu'on doit apprendre. Honnêtement, moi, personnellement, je suis bien contente d'avoir Sébastien, mon ami techno, qui est souvent là, d'ailleurs avec nous en ligne aujourd'hui, qui est mon backup. Mais je pense que honnêtement,
il faudrait que j'apprenne à être plus autonome par rapport à ça. Je pense que ça ferait de moi quelqu'un de plus, encore plus, comment dire, habile. Donc, je vous le souhaite. OK? Skype Entreprise, Zoom, TeamViewer, Google Hangout, c'est des exemples. Donc, ça, c'est les plateformes de réunion en ligne. Il y a aussi tout ce qui est plateforme de collaboration en ligne. Il y en a plusieurs. Nous, on en utilise plusieurs. On utilise SharePoint, on utilise Trello pour la gestion de projet. On vous a mis différents noms à l'écran. C'est vraiment formidable. Et encore là, c'est des fonctions clés à apprendre et c'est aussi, bien sûr, on peut avoir appris, on peut le maîtriser, mais est-ce qu'on l'utilise pour vrai? Est-ce qu'on reste à l'affût de ce qu'on met là-dessus? Normalement, quand on met en place ces plateformes de collaboration-là, il faut réellement être extrêmement assidu dans l'utilisation et ça demande de la rigueur, je ne vous le cacherai pas. Et ça, encore là, il existe bien sûr des formations pour ça et si vous avez quelqu'un dans vos équipes qui est bon, utilisez-le, faites-vous former, apprenez ensemble. C'est super intéressant de pouvoir apprendre ensemble. Et le troisième volet, le troisième gros volet des technologies, des outils techno pour l'efficience, c'est tout ce qui a rapport à la prise de notes, au partage de documents, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent OneNote, Evernote, Google Keep, Note Connect, etc. Ça, c'est des documents qui te permettent de vraiment collaborer ta prise de notes, partager des captures d'écran, conversion d'images, etc. Puis si vous êtes beaucoup dans l'opérationnel, si vous remettez, par exemple, en question certaines procédures, par exemple, à cause du contexte actuel, vous pouvez faire, à partir de ces logiciels-là, des documents de référence qui sont formidablement efficaces et faciles à partager. Donc ça, c'est vraiment fort intéressant également. Maintenant, je vais y aller avec mes meilleurs trucs pour améliorer la productivité. Moi, il faut que je vous dise, j'ai une entreprise virtuelle. Okay? Ça fait 12 ans que j'ai fondé cette entreprise-là. C'est drôle parce que quand je me reporte à mes années en entreprise, moi, j'ai appris. On était partis vivre à Vancouver avec mes enfants. J'étais en congé sans solde de mon employeur. J'avais un contrat avec cet employeur-là et j'ai été appelée à faire du travail à distance de manière contractuelle. Et puis, je vais vous dire franchement, mes enfants étaient assez jeunes. Puis, je me suis découvert un talent pour le travail à distance. J'ai toujours pensé que je ne serais pas capable, que je serais comme interpellée par le frigo, par la laveuse, etc. Puis, je me suis découvert, non, un talent très fort pour vraiment la concentration ponctuelle. Et j'ai vraiment... fait que ça, c'est quand même intéressant. Peut-être que certains d'entre vous n'avaient jamais expérimenté le travail à distance. Puis c'est une opportunité pour voir si vous avez ce profil-là. Si, comme gestionnaire, bien évidemment, là, vos gens sont exposés à ça, le préalable, c'est la confiance, mais encore une fois, c'est une opportunité de tester l'autonomie, la productivité, etc. Et en tout cas, moi, si je me réfère à mes standards de productivité, quand je pense à comment je produisais au travail versus ce que j'étais capable de faire quand j'étais confinée dans mon petit bureau à la maison, à contrat pour cet employeur-là, puis je voyais tout ce que j'étais capable de produire en aussi peu de temps. Puis je suis un peu obsédée par les chiffres et tout, là. Puis je m'étais amusée à faire des barèmes et tout. Puis je vais vous dire franchement, c'était incroyable mon degré de productivité par rapport à une journée normale de travail. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, d'abord, de savoir et de mettre en place certaines conditions pour favoriser la productivité. Tout à l'heure, je vais parler de la qualité de vie puis du fait que vous êtes peut-être à la maison avec vos enfants en ce moment et ça, c'est sûr que ça n'aide pas nécessairement à la productivité. Peut-être que vous vous sentez bousculé, peut-être que vos employés se sentent bousculés, que peut-être que vous, ça vous oblige à avoir des conditions beaucoup plus souples. Sachez qu'il y a des choses qui s'organisent, à commencer par découper le travail en unités. Okay? Moi, c'est quelque chose que j'utilise fréquemment. J'ai beaucoup lu, je me suis fait beaucoup former sur la productivité encore récemment. Et moi, je suis quasiment gênée de vous dire ça, mais je travaille en unité de 60 minutes. J'ai même une minuterie, surtout quand j'ai des choses importantes à faire, là, je vais me partir de ma minuterie. Puis normalement, c'est des cycles d'1h30, là, mais exemple, si vous êtes moins habitué, faites des cycles d'1 heure. 1 heure au cours duquel vous ne vous faites pas déranger. Okay? Puis après ça, bien, le ratio, normalement, c'est 1h30
de productivité, 15 minutes de faire ce qu'on veut. Aller marcher, faire le tour du carré, aller faire manger, peu importe, là, mais c'est cette idée-là d'aller se ressourcer, puis de revenir après. Si la maisonnée est pleine, hein, j'en ai parlé, évidemment, je ne connais pas votre situation personnelle. Dans mon cas à moi, si ça m'arrivait aujourd'hui, mon conjoint, aujourd'hui, il serait avec moi et puis probablement qu'on organiserait nos affaires du genre, OK, tu t'occupes des petits, je travaille, tu t'occupes des petits, je travaille. Oh, non, je vais travailler ce soir, je me suis occupée. Mais tu sais, autrement dit, il y a comme une espèce de relais qui s'opère. Il y a aussi, comme évidemment, une justice dans les heures à faire qui est requise. Hein, comme employeur, on s'attend à ce que les gens livrent un certain nombre de résultats. Donc, c'est une chose. Si vos enfants sont plus vieux, évidemment, je ne veux pas aller là parce que je n'ai pas tellement cette expertise-là, mais peut-être que déjà vous êtes en train de vous organiser avec vos collègues ou vos amis de la rue pour que, exemple, vos enfants sont ados. Bon, OK, parfait, moi, je les prends lundi, tu les prends mardi, je les prends mercredi. Puis, il y a peut-être une espèce de troc que vous êtes en train d'organiser puis d'opérer. Et puis, moi, je dis que en situation de besoin, généralement, on est très, très créatif. Et les appels conférences sur cellulaire, j'en ai parlé tout à l'heure comme un moyen techno. Moi, j'avoue franchement que c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est quelque chose que tu peux squeezer, envoyer un certain signal d'efficience puis de professionnalisme. Et puis, comme les gens ne voient pas, ben là, à ce moment-là, autant qu'il n'y a pas de bruit, que tu as tes écouteurs, que tu ne sois pas dérangé et tout, tu peux quand même créer une bulle de productivité puis une bulle de professionnalisme également. Donc, ça, c'est quelques trucs que j'ai à vous partager et puis je serais vraiment curieuse de vous entendre sur vos trucs de proactivité. D'ailleurs, si ça vous tente de nous en mettre quelques-uns dans le chat room, là, ça serait vraiment intéressant. Bien sûr, la question de la qualité de vie se pose ici. La qualité de vie dans tout ça, on en fait quoi? Pour certaines personnes, peut-être que c'est insécurisant. Il y a beaucoup de gens qui aiment la routine de se rendre au travail. Encore aujourd'hui, j'entendais quelqu'un qui me disait « Moi, mon adjointe, écoute, si elle ne se rend pas au travail, elle se sent complètement démunie, elle ne sait pas très bien comment fonctionner et tout. » Ça, il y a un peu d'apprentissage dans tout ça, là. Et moi, je pense qu'il y a un mot d'ordre qui s'impose, hein, c'est d'avoir une forme de flexibilité. C'est sûr qu'on a des livrables, c'est sûr qu'on a des résultats à atteindre, mais dans la façon de faire, je pense qu'on peut laisser place à un peu de flexibilité. Tu sais, je vous donne l'exemple, je parlais de jeunes parents là, qui sont, je ne sais pas, pris, puis qui ont leur enfant, etc., puis qui splitent la journée, puis quelqu'un dit, regarde, moi, je vais finir ce rapport-là ce soir, etc. Fait que si vous avez demandé votre rapport pour 5 heures, puis que la personne, elle vous dit, écoute, garde, est-ce que ça te dérangerait beaucoup que je te l'envoie en fin de soirée? Je sais que je vais prendre 2 heures pour faire ça, compte tenu que j'ai dû faire ceci. Tu sais, il me semble que ça tient la route, là. Donc, c'est cette idée-là de flexibilité, mais pas au détriment des résultats, bien sûr. L'autre chose aussi, je pense que s'il y a des communications qui sont programmées, appel conférence à telle heure, débrief à telle heure, petit appel conférence, un petit courriel, etc., ça, c'est des choses qui viennent ponctuer la journée et qui viennent également créer justement un environnement de travail. Et si vous êtes patron et que, exemple, vous avez tendance à travailler beaucoup, puis tout le temps, puis, tu sais, on le fait, hein, moi, la première, je le fais, là, je m'en confesse. Ça m'arrive souvent d'envoyer des courriels le soir, tu sais, à mes équipes, etc. Je fais bien attention, cependant, de ne pas envoyer des communications le soir à mes clients, etc. La fonction communication programmée là, est assez efficace. L'autre fois, j'entendais à l'émission de Pénélope, justement, il y avait comme un panel sur la qualité de vie au travail et puis les gens ont découvert cette fonction-là. Tu prépares ton courriel, tu le mets, un envoi programmé pour telle heure et bien à ce moment-là, les choses arrivent et puis à ce moment-là, comme patron ou comme contributeur, bien, tu contribues à cet effort-là de ne pas être trop invasif, voyez-vous? Et ça, je marche sur des œufs en disant cette chose-là, mais je pense que si vous vous donnez comme discipline, je ne sais pas si c'est dans vos valeurs, que vous vous donnez cette discipline-là, puis que vous voulez envoyer ce signal-là, il existe des mécanismes et des façons de faire qui permettent de faire cette chose-là.
l'autre chose aussi que je veux mentionner, c'est que quand on est à distance, quand on est appelé à faire autrement, quand on est appelé à parler à notre patron, à notre patronne, dans des contextes qu'on n'a pas l'habitude, etc., c'est vraiment, et même vos équipes aussi, tout à l'heure, je le disais, c'est l'opportunité de tester l'autonomie de vos gens. Il y a vraiment une opportunité qui se présente à nous tous de faire les choses différemment, de penser différemment aussi, puis en ayant à cœur d'arriver, de faire arriver les choses, d'être solidaire, de bien représenter notre organisation aussi. Et je pense que si chacun y met du sien, on peut vraiment, on peut tous, je pense, vraiment apprendre de cette situation-là. Du moins, c'est ce que je souhaite. Puis je vais terminer sur une lecture que j'ai faite récemment. Moi, je suis blogueuse au Journal des Affaires, peut-être que vous lisez déjà là, mais j'ai un de mes collègues, Olivier Schmucker, qui a publié un blog récemment qui, son titre, il est très bon pour les titres, là, si vous le connaissez, là, je suis un peu jalouse d'ailleurs. Et son blog s'appelle Le réseautage, c'est out. Aujourd'hui, on approfondit les relations. Puis je trouvais ça tellement vrai, puis tellement bon. Tu sais, puis je me disais, waouh, on travaille à distance. On sait qu'on est en interdépendance avec plein de gens. Puis c'est d'ailleurs quelque chose que j'approfondis tout plein dans mon livre sur l'influence durable. Toute la notion d'esprit de corps, la notion d'interdépendance, etc. Puis moi, je me dis, oula, il nous est peut-être donné comme opportunité à ce moment-ci de prendre le petit pas de recul, de dire, écoutons, moi, là, cette personne-là, là, j'ai avantage ou je veux m'assurer de bien travailler avec cette personne-là. Il me semble qu'on a peut-être à apprendre à travailler ensemble et tout. Pourquoi ne pas profiter de la situation actuelle pour justement vous entretenir avec cette personne-là, faire avancer un dossier, échanger, mettre en commun, puis de rechercher l'approfondissement des relations. Moi, je pense que c'est quelque chose là, qu'on a tous à considérer. Donc, écoutez, le temps file. On avait plusieurs thèmes à aborder. D'abord, je voulais qu'on regarde là, de manière très concrète comment est-ce que nos modes de communication virtuels peuvent contribuer là, au travail à distance. Comment est-ce qu'on peut travailler à distance là, dans différentes situations les plus fréquentes? D'ailleurs, continuez de m'envoyer des questions, on va avoir du temps pour y répondre. On a vu l'étiquette dans les canaux virtuels, on a vu la place de la communication écrite, on a survolé les outils technologiques. D'ailleurs, je vous en ai mis quelques-uns en référence à la fin, puis aussi des trucs pour améliorer la productivité puis la qualité de vie. Je vous ai mis également en référence, puisque j'offre ce webinaire-là en collaboration avec l'Ordre des CRHA, j'ai eu l'occasion de voir un document d'information puis de recommandations pour les employeurs sur quoi faire dans une situation comme celle-là. J'ai parcouru ce document-là, c'est super bien fait. Je vous ai mis le lien. Parce qu'il y avait des gens qui nous demandaient, qui m'ont demandé, bon, au niveau de la responsabilité de l'employeur et tout, bon, c'était moins mon champ d'expertise, mais je vous donne cette référence-là. Si vous voulez lire, c'est extrêmement bien fait. Écoutez, ça fait le tour. J'espère vous avoir pu alimenter votre réflexion sur le sujet. Je vais demander à Sébastien de me faire apparaître les questions. On va prendre un peu de temps là, pour les questions-réponses.